nous sommes en train de les vivre aujourd'hui, de découvrir que les scènes de violence se reproduisent au jour le jour. Mais je peux dire que ça peut venir, c'est le résultat un peu des trois guerres civiles, mais aussi, ça vient aussi de l'éclatement de nos familles qui ne peuvent plus, on peut dire, contenir les jeunes ou les enfants pour donner, on peut dire, une éducation. Donc, du coup, certains jeunes qui étaient sérieux, qui sont sérieux, ont été récupérés, on peut dire, par la rue. Et aujourd'hui, ils ont, on peut dire, d'autres préoccupations. C'est gagner l'argent facile, quoi qu'il en coûte. Donc, c'est ça la grande question aujourd'hui. Tout à l'heure, vous le disiez qu'il faut, en fait, il y a un problème d'autorité parentale qu'il faut restaurer. J'entends par là peut-être revoir un peu le traitement, c'est ça, Oui. social de ses parents. Mais dans le même temps, un autre phénomène tout à fait curieux, c'est que parmi ces bandits à main armée, ces bébés noirs comme on les appelle, on retrouve curieusement certains soldats de la garde présidentielle. Ceux-là, on peut dire qu'ils sont quand même bien traités. Comment ils peuvent se retrouver encore dans ces activités tout à fait criminelles? Est-ce que parce qu'il leur manquerait aussi de l'argent ou parce qu'ils ont appris à vouloir vivre au-delà de leurs moyens? Ou simplement un effet de contagion, c'est ça? C'est-à-dire effet mode. Pour être un homme viril, bien vu, il faut certainement vivre un certain standing, mais comme on n'a pas assez les moyens, on est obligé de passer par les méthodes détournées, voilà, commencer à poser des actes criminels, pour ne pas dire terroristes. Bon, on peut dire que tout individu a un parcours hein, personnel. Au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau de, je ne vais pas dire de l'équité, mais aussi des identités qui accompagnent la personne. Mais là, il faut que on puisse éveiller l'attention de ceux qui prennent des décisions ou ceux qui ont pouvoir de décision dans notre pays. Ça peut être la police, la garde républicaine, l'armée, et puis tous les corps, on peut dire, associés qui accompagnent la croissance non seulement de la personne, mais aussi la dignité de la personne. Il faut revoir, quand on prend le risque d'organiser un recrutement, il faut voir le parcours des individus. Et puis ensuite, une fois que l'individu est recruté, il faut voir un peu quelle est la formation qu'on donne à cet individu. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui se fait? Parce que si il y a un accompagnement qui se fait, mais on peut se rendre compte que tel individu, tel autre individu ne correspond pas, on peut dire, à l'orientation de la République ou de la nation. En ce moment-là, on peut s'en séparer pour, on peut dire, aider le jeune, on peut dire, à vivre autrement, on peut dire sa vie, mais aussi, si on découvre que la personne est malade, eh bien, prendre le temps de la traiter de manière à ce qu'on puisse éviter les déboires. Parce que si on fait les choses à la qui-va-vite, on prend tout le monde pour des raisons ethniques, pour des raisons de rapprochement, on peut dire identitaire, eh bien, on se trompe. C'est la population qui prend un coup. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur TLR TVR7, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur le décryptage de l'actualité africaine et de l'actualité du Congo-Brazzaville. Bassirou Diomaye Faye, vous le savez désormais, président élu du Sénégal, a été officiellement investi dans ses fonctions ce 2 avril 2024. Quels enjeux géostratégiques et géopolitiques en Afrique de l'Ouest d'abord? Ensuite, en Afrique centrale, nous parlerons également du Congo-Brazzaville qui vit des moments socio-économiques des plus sombres de son existence. Pas d'eau potable, pas d'électricité, l'éducation et la santé à terre, l'insécurité totale au point où les populations s'organisent pour s'autodéfendre avec tous les risques que cela comporte, des scènes de violence inouïes jamais imaginées au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, un État en totale déliquescence, comment y remédier? Analyse et suggestion par notre invité, l'invité du droit de savoir, Monsieur l'abbé Étienne Bakissi. Bonjour, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup.
Christian, merci à vous pour le travail que vous faites. Je vous en prie, monsieur l'abbé. Merci de votre disponibilité pour cette interview. Docteur en sociologie politique, diplômé en gestion des conflits et médiation internationale, curé du doyenné de La Roche-Bernard, écrivain prolifique. Monsieur l'abbé, vous avez probablement suivi le parcours politique du duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye jusqu'à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, élection qui a consacré Bassirou Diomaye Faye, président élu du Sénégal, dont l'investiture a eu lieu ce 2 avril 2024, faisant de lui le 5e président du Sénégal. Votre lecture sur cette bataille menée par la jeunesse sénégalaise pour la démocratie. Bon, écoutez, la bataille, il faut d'abord dire que la souveraineté appartient au peuple. Nous sommes partis de l'inattendu, on peut dire vers le réel. Personne n'attendait, on peut dire, ces 2 ans politiques qui ont marqué l'histoire politique non seulement du Sénégal, mais aussi de l'Afrique et plus largement du monde. La chance pour eux, c'est que le terrain a été préparé par d'illustres personnalités. Quand on regarde un peu le président Diouf et d'autres personnalités qui ont travaillé pour ce pays, on peut se dire qu'il y a eu, on peut dire, les bases qui étaient déjà posées par les anciens, mais aussi ils ont travaillé, ils se sont appuyés sur les fondamentaux pour permettre au peuple sénégalais de s'exprimer et puis de donner une leçon aussi bien à l'Afrique qu'au monde. Donc pour là, il faut dire que le peuple sénégalais ou la communauté sénégalaise nous donne là une leçon de l'histoire qu'il faille, on peut dire, apprécier à sa juste valeur. Mais il y a eu aussi, j'allais dire, l'implication de la jeunesse, malgré, tout à l'heure vous avez dit 2 ans, bah, on peut évaluer ça à 3 ans où on assistait à un bras de fer entre le pouvoir en place et l'opposition, où il y a eu des morts tout le temps. Pour autant, la jeunesse n'a pas lâché. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, le 24 mars dernier, elle est allée élire un jeune président, une façon d'envoyer un message. Comment on peut interpréter cela? Bon, il faut quand même dire qu'il y a d'abord le ras-le-bol. Hein. Le ras-le-bol, vous savez, je crois que c'est Marx qui disait qu'il faut laisser les contradictions, on peut dire, mûrir. Quand elles atteignent le point culminant, plus personne ne peut arrêter la révolution. Ça, c'est un peu c'est une problématique que Marx a mise en route. Et il faut lire à travers cela la responsabilité de la jeunesse qui veut absolument le changement, mais aussi avoir d'autres leaders pour pouvoir porter non seulement la responsabilité, mais aussi l'avenir d'un peuple, l'avenir d'une jeunesse. Donc, les jeunes ou la jeunesse sénégalaise est une jeunesse, on peut dire, responsable et puis engagée. Elle a pris des risques, mais il fallait bien les prendre pour le bien de la société, pour le bien de la collectivité, mais aussi pour l'avenir du pays. Donc, à ce niveau-là, il faut dire que cette jeunesse est une jeunesse responsable et puis orientée. Est-ce qu'on peut penser que c'est une jeunesse qui s'est inspirée finalement de leur leader Ousmane Sonko? Et ma question qui va suivre, c'est si vous avez une lecture sur ce personnage. On a vu comment il a été, mais vraiment, il a bravé toutes les situations qui lui ont été opposées. Emprisonné, comme qui dirait, empêché, accusé parfois de viol. Pour autant, il n'a pas lâché. Est-ce que c'est une classe politique qu'on est en train d'assister naître au Sénégal? Bon, il faut prendre ça sous cet angle-là, parce que qu'on parle du Sénégal ou d'autres pays africains, ou plus largement dans d'autres, sous d'autres cieux, euh, il faut absolument renouveler la classe politique. Ça, ce sont les enjeux, on peut dire, à mettre en route si on veut avoir une démocratie, on peut dire, je ne veux pas dire nette, mais une démocratie orientée qui tienne compte de la dignité de la personne humaine. Je crois que ces 2 leaders politiques ont montré combien, si on entre dans le monde politique, il y a des risques à prendre. Et si on les prend pour une juste cause. Donc il faut vraiment, je ne vais pas dire les remercier, mais les féliciter pour le travail qui a été fait.
accepter la prison, accepter l'humiliation. Il faut quand même dire qu'ils sont assez courageux parce qu'ils ont voulu mettre en route une nouvelle conception, on peut dire, de la démocratie liée à un contexte, on peut dire, particulier, un contexte donné. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'ils ont répondu aussi bien, on peut dire, à l'appel de la jeunesse qu'à la communauté tout entière du Sénégal. Donc, ça, c'est des enjeux qui marquent l'histoire d'un peuple, d'une civilisation, mais aussi d'une jeunesse responsable. Est-ce qu'on peut penser que cette jeunesse peut inspirer la jeunesse congolaise, pour autant dire, j'allais dire, la jeunesse l'Afrique centrale? C'est vrai que tout à l'heure, on va parler des enjeux géostratégiques et géopolitiques de cette élection, mais est-ce que vous pensez que cette jeunesse sénégalaise peut désormais inspirer la jeunesse congolaise, par exemple, le Congo-Brazzaville? Bon, il faut dire que, comme disait Roger Garaudy, hein, la politique, c'est l'histoire en train de se faire. Ce qui laisse entendre que chaque pays, chaque communauté a son histoire, mais aussi pour les questions politiques, les questions liées à la démocratie, il faut les lier à un contexte donné. Donc le Sénégal n'est pas le Congo n'est pas le Sénégal, encore moins un autre pays. Chaque peuple, chaque nation, chaque État a son chemin de la démocratie, parce que les contextes ne sont pas les mêmes, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes personnes. On peut dire que pour la jeunesse congolaise, si elle veut s'inspirer, on peut dire, du Sénégal, il faut trouver d'autres enjeux pour pouvoir répondre, on peut dire, à la situation actuelle. Donc, Est-ce que la pourquoi pas. démocratie en tant que telle, pardon, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, la démocratie en tant que telle n'est-elle pas universelle, hein? La démocratie est universelle, mais les contextes diffèrent d'un pays à un autre, d'une nation à une autre. Donc, il n'y a pas de comparaison, on peut dire, à ce niveau-là. Donc, sachant que ce que le Congo a connu, ce que le Congo a préparé, ce n'est pas la même histoire que celle du Sénégal. Mais si le cas du Sénégal ou la situation du Sénégal ou l'expérience du Sénégal peut nous aider à faire école, pourquoi pas? On peut passer par là pour essayer d'envisager une nation forte, une collectivité forte, un État fort. Donc ça, c'est un travail, on peut dire, de formation et d'éducation. Si on veut vraiment conduire un peuple vers la démocratie, pluraliste, on peut dire, soit-elle, il faut que le peuple soit formé, il faut que nous ayons une jeunesse formée, voilà, dans ce monde politique que nous sommes appelés à découvrir au jour le jour. Alors, dans le premier discours solennel, bien entendu, de Bassirou Diomaye Faye, on peut retenir deux mots. Pour moi, ce que moi j'ai retenu, c'est la souveraineté et le patriotisme économique. Quel commentaire peut-on faire de ce discours? Mais avant de répondre, permettez que je propose à nos téléspectateurs un extrait de ce discours. Suivez. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter. Bien voilà, monsieur l'abbé, vous avez là suivi le discours de Diomaye Faye, le tout premier discours après son investiture. En tout cas, il était un discours très succinct d'ailleurs, pas trop long, mais des mots très forts. Apparemment, il a déjà annoncé le ton. Quel commentaire faites-vous de ce discours? Bon, je crois que le discours, vous êtes revenu sur deux catégories, sinon deux concepts. D'abord la souveraineté.
ceux qui ont lu, on peut dire, les grands courants, on peut dire, de pensée liés on peut dire à la politique, on peut retenir, vous pouvez lire Hobbes, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Aristote ou d'autres penseurs, on peut dire, politiques. À quelques différences près, tous montrent que la souveraineté appartient à un peuple. Je crois que le président a voulu, on peut dire, montrer aux Sénégalais que ceux qui voulaient l'entendre, que la question de la souveraineté, c'est aussi la question du droit, la question des lois, la question des règles, les règles en société. Voilà. Donc, il a voulu montrer que on ne peut pas, on peut dire, concevoir la question de la démocratie si, en mettant de côté la question de la règle, la question des lois. Donc, je crois qu'il est, à ce niveau-là, il a raison. La deuxième question, c'est le patriotisme, on peut dire lié à l'argent, aux finances, mais il est dit de façon voilée, mais en fait, il voulait montrer que la question du franc CFA est abordée avec beaucoup de fermeté, beaucoup de responsabilité. Donc, ceux qui ont pu entendre Mme Aminata Touré, qui était première ministre, on peut dire au Sénégal, et puis responsable de l'Assemblée, elle a abordé, on peut dire, cette question avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'intelligence et beaucoup de joie. Et elle a voulu montrer que la question de la monnaie est à revoir, est à traiter, non seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau de l'Afrique. La monnaie, c'est un instrument aussi de développement économique. Et il faudrait qu'on puisse contrôler également cet instrument-là. Dans le cadre de l'éco, c'est l'idéal, bien dit. Nous sommes avec le Nigeria dans ce projet-là. Le Nigeria, c'est 350 millions de consommateurs. Une monnaie où le Sénégal pourrait exporter ses produits dans un marché aussi grand, au lieu de se contenter d'un petit marché de 18 millions que nous sommes, c'est une opportunité pour notre économie. L'éco devait être mise en œuvre en 2020. Et le Sénégal était signataire. Le Sénégal traînait les pieds aussi, il faut le dire. Et c'est clair que maintenant, l'objectif, ça doit être ça. Et moi, j'espère que le Sénégal va jouer le rôle avant-gardiste. Tout à l'heure, on parlait de la souveraineté. Lorsqu'au Sénégal, un président parle de la souveraineté, pourtant longtemps on a cru que c'était un pays souverain. Le message envoyé, c'est quoi concrètement? Que faut-il comprendre par là? Ça veut dire que jusque-là, le Sénégal n'était pas souverain, c'est ça? Le problème est celui-ci, c'est que il voulait montrer, à mon sens, hein, il voulait montrer que ceux qui ont pensé biaiser les élections présidentielles ou la préparation des élections au Sénégal n'avaient pas raison, on peut dire, de changer de date. Il n'y avait pas de raison. Le calendrier était clairement défini et il fallait, à mon sens, préparer les choses telles que voilà, la pensée était préparée. Donc, il voulait montrer que personne ne peut être au-dessus de la loi, que c'est le peuple qui est souverain. Et si le peuple est souverain, il n'y a pas de raison, on peut dire, d'apporter ou de faire asseoir une volonté personnelle, mais il faut mettre en route la volonté du peuple. Et puis, voilà, c'est ce chemin qu'il faut baliser, qu'il faut éclairer pour aller de l'avant. Donc, personne, absolument personne ne peut être au-dessus de la loi. Et donc, à ce niveau-là, de manière sobre, de manière simple, mais intelligible, il a voulu indiquer le nouveau chemin de la démocratie. Alors, vous avez parlé de sobriété tout à l'heure. Évidemment, lorsqu'on a observé le cadre dans lequel s'est déroulée la manifestation, certaines sources nous disaient que normalement, au départ, il était prévu que la cérémonie se tienne dans un grand stade avec beaucoup d'invités, mais que Diomaye Faye a demandé que ça se déroule dans une salle comme celle qu'on a vue aujourd'hui, ce qui prouve donc la sobriété, évidemment, l'humilité de la personne qui incarne désormais le Sénégal. Je sais qu'il y a aussi le côté religieux. Quelle lecture on peut faire de ça? Il veut ramener, je sais pas moi, la présidence à ce niveau-là, c'est-à-dire sobriété, briser un peu voilà, certains tabous autour de cette fonction présidentielle. Bon, Ou parce qu'il est trop jeune et qu'il voit les choses autrement. Il faut lire à travers la posture du président Faye, c'est-à-dire que
il entre dans le monde politique. Lui, c'est un financier, c'est un inspecteur d'impôts ou des impôts. C'est bien loin de la politique, même si la politique renvoie à l'organisation de la cité, de la société. Ben, il faut quand même dire qu'il sait d'où il vient. Donc, si vous voulez vraiment euh, mettre en route des enjeux qui entraînent la communauté sénégalaise, il faut prendre les moyens. Donc, j'ai cru comprendre qu'il est passé par la modestie, par la sobriété, pour pouvoir frayer ou préparer, baliser un chemin qui puisse l'aider à aller de l'avant, parce que il est face à plusieurs défis, parce qu'il a été porté par une jeunesse qui attend comment va-t-il, on peut dire, organiser la société, comment va-t-il créer de l'emploi pour permettre aux jeunes qui l'ont hissé haut, voilà, de trouver les raisons d'exister, les raisons de vivre. Il y a aussi toute la classe, on peut dire, moyenne du Sénégal. Cette classe attend aussi on peut dire, des réponses. Donc, il est face à plusieurs enjeux. Donc, la meilleure manière, on peut dire, je ne vais pas dire faire carrière, mais de faire école, c'est de passer par la simplicité, la sobriété, de manière à ce qu'on trouve le chemin. Et puis, le Sénégal, il faut se dire que c'est un peuple, on peut dire, responsable, un peuple engagé, donc un peuple intelligent. Donc il faut le reconnaître. Donc je pense que le président actuel, le président élu, a trouvé par ce chemin-là de la simplicité, de la sobriété, un chemin, on peut dire, à découvrir ou à faire découvrir. Alors parlons donc des enjeux géopolitiques et géostratégiques de cette élection qui, dès évidemment l'annonce de cette victoire, en tout cas, les langues se sont déliées et certains observateurs, des analystes d'ailleurs, ont commencé à dire que c'est un nouveau tournant pour le Sénégal. Oui, un nouveau tournant parce que je disais d'entrée de jeu qu'à partir de l'inattendu, on est arrivé à une certaine réalité sociétale. Je m'explique. Personne ne l'attendait à ce niveau-là, ou personne ne les attendait. Parce que tout était organisé de telle manière qu'il y ait non pas une rupture, mais une continuité dans le temps. Et il faut quand même dire que ceux qui l'ont précédé ont beaucoup travaillé avec l'Occident. Donc je ne veux pas dire que c'est l'Occident qui a dicté une manière d'être, de faire, mais il y a eu une implication extérieure qui a phagocyté, qui a un peu brisé, on peut dire, l'élan sociétal du Sénégal. Je crois que les Sénégalais ont perçu, on peut dire, ces enjeux et ils ont voulu, on peut dire, précéder, pas précéder, mais anticiper, on peut dire, les enjeux politiques et géopolitiques pour pouvoir prendre leur destin en main. Donc c'est ça un peuple. Voilà, ce peuple est face à un destin, eh bien, ce destin doit se mettre en route, quel qu'en soit le coût. Eh bien, ils sont arrivés à montrer aux yeux du monde que c'est un peuple, on peut dire, responsable, démocrate, et puis capable, eh bien, de porter le destin du pays, de la nation et de l'État. À ce niveau-là, ils sont, on peut dire, à féliciter, ou le peuple est à féliciter. Alors, mais quelle incidence cette élection pourrait avoir, j'allais dire, au niveau de l'Afrique centrale, selon vous? Bon, J'allais d'abord, pour pour moi, être un peu plus précis, je voulais parler un peu du Congo, qui est notre bon, pays. il faut dire, moi, j'ai découvert à travers, on peut dire, la lecture géopolitique telle que les choses se sont déroulées. Il y a d'abord l'efficacité des institutions. Le Conseil constitutionnel a travaillé, il faut dire, au-dessus de la mêlée, en respectant le droit, en respectant les règles sociétales. Et ça, au niveau du droit, au niveau de l'organisation, au niveau de la conception de la chose politique, le Conseil constitutionnel du Sénégal est irréprochable. Et c'est vraiment, on sent l'efficacité et la maturité, on peut dire, de ceux qui ont travaillé, on peut dire, la question pour montrer au président Macky Sall qu'il fallait absolument organiser les élections pour le bien du pays, pour le bien de la nation, pour le bien de l'État, mais aussi pour le bien de toute la population. Voilà. Donc, ils ont tenu, je ne vais pas dire tête, mais le président devait terminer le 2 avril, le président Macky Sall, et aujourd'hui, on peut dire que le calendrier a été respecté. Alors, on peut dire bravo pour le travail qui a été fait.
On peut dire bravo pour le travail qui a été fait. Je voudrais m'intéresser à la personnalité d'ailleurs du président sortant au Macky Sall. Malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons observé et d'ailleurs dénoncé pendant les 3 ans avant la cérémonie d'investiture, Macky Sall a reçu son successeur au palais. On les a vus. D'ailleurs, Joe Mike, voilà pourquoi je parlais du duo Ousmane Sonko, Diomaye Faye. Les deux se sont présentés là-bas, ils ont été reçus. On a vu comment ils se sont salués, mais comme qui dirait, une salutation fraternelle, des accolades, alors que les gens se disaient, mais est-ce que ces personnes pouvaient encore se regarder droit dans les yeux avec tout ce qui s'est passé? Des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été mais vraiment vilipendés. Je ne veux pas revenir sur tous ces épisodes. Euh, Quelle lecture on peut faire? Vous avez aussi la casquette d'un abbé. Comment interpréter cela à votre niveau? Bon, ceux qui ont lu Seydou Badian, je ne vois pas la page, mais je crois que la pensée vient de lui. Je l'ai déjà dit, mais je réitère ce que j'avais déjà dit. Il disait, il attestait de la sorte, les véritables traditions dans les grandes choses n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces choses et qui en ferait d'autres en d'autres temps. Je m'explique. Je crois que pour le président Macky Sall, il avait, on peut dire, à gagner en prenant, on peut dire, le chemin, on peut dire, de la simplicité, de la concorde et puis de la paix intérieure. Et puis ceux qui ont été, on peut dire, emprisonnés pour une cause juste, je crois qu'ils avaient, les deux camps, on avait quelque chose à gagner, c'est-à-dire faire respecter la souveraineté du peuple et puis aider le peuple sénégalais à être ensemble pour construire le dessein commun. Je crois que les deux camps ont bien compris que la question du bien commun était au-dessus de l'ego et puis des intérêts particularistes. Donc, à ce niveau-là, ils ont travaillé pour l'intérêt général, pour le bien commun, et là, on peut se dire que le travail a été fait. Donc, le chemin a été balisé, de sorte que le peuple vive dans une paix profonde pour permettre à chacun, on peut dire, de donner du sens à sa vie. Et là, il faut dire merci. Et comme vous me posez la question aussi comme prêtre, bon, tous ne sont pas catholiques, certains sont dans plusieurs courants, on peut dire, spirituels. Il y a l'islam, il y a le christianisme. En fait, c'est juste pour savoir de quelle formation peut découler une telle maturité, parce que chez nous au Congo, Brazzaville, ça ne se passe pas comme ça. C'est même rare de voir voilà, de tels événements. C'est même inimaginable, comme qui dirait. Chez nous, la politique, c'est vraiment l'adversité. C'est des ennemis, ce ne sont même pas des adversaires. Et là, on vient nous faire une grande leçon des prisonniers qui venaient de sortir il y a 10 jours à peine de la prison, qui se retrouvent évidemment à ce niveau de responsabilité, mais que même celui qui les bon, peut-être pas directement Macky Sall, mais c'est tout de même son pouvoir qui les a jetés en prison. Et se retrouver comme ça, encore, se faire des accolades, j'imagine un peu au Congo, est-ce que c'est vraiment possible? Chez nous aussi, nous avons des prisonniers politiques, mais j'imagine le jour qu'ils vont sortir, est-ce que, encore qu'ils sortent de là? Mais la grandeur d'un homme politique s'explique aussi par l'humilité. Parce que si on quitte, on peut dire, les centres de violence ou si on fait prévaloir son ego, on peut dire personnel, en oubliant le peuple, eh bien, la conséquence, c'est qu'on travaille pour l'affrontement. On a à perdre si on doit affronter, on peut dire, le peuple, affronter les identités. On n'a rien à gagner. Au contraire, je crois que le Sénégal a travaillé de sorte que les identités ne puissent pas s'opposer et que les populations ne puissent pas s'opposer et que les ethnies ne puissent pas s'opposer, mais au contraire que le vivre ensemble, on peut dire, soit protégé pour permettre au Sénégal, dans sa diversité,
de trouver un destin, on peut dire, commun. Et ça, le travail a été fait. Et ça, il faut féliciter les uns et les autres. Et ceux qui sont sortis de prison parce qu'ils sont entrés pour une cause juste, et celui qui les avait mis en prison, sachant que le chemin emprunté n'était pas le bon, ben, je crois qu'il a fait école, il a compris que la démocratie, c'est aussi l'acceptation de l'intelligence de l'autre, mais aussi de la vie de l'autre. Donc, un leader politique qui ne protège pas sa collectivité, qui ne respecte pas la dignité de la personne humaine, n'a pas de raison d'être un homme politique. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que merci pour cette belle leçon de la démocratie que le Sénégal vient de nous donner. Merci. Alors, comme qui dirait, lorsqu'on a des responsabilités, lorsqu'on est président de la République, il faut une petite dose de sagesse, d'humilité. Et voilà, je crois que c'est la leçon qu'a voulu faire passer, disons, le duo Ousmane Sonko, parce que finalement, on a beau parler de Diomaye Faye, mais derrière, il y a eu un mentor qui est là, qu'il faut aussi féliciter. Et comme pour terminer sur ce chapitre, sur ce volet, que vous inspire la personnalité de Sonko? Bon, il faut dire que, vous savez, le destin d'une personnalité ne se construit pas sur un plateau. C'est au bout de l'effort, au bout de l'engagement, qu'on peut se construire, on peut dire, un chemin politique. Il était, à mon avis, taillé, je ne veux pas dire sur mesure, mais au regard de ses déclarations et puis de ses réflexions, il faut dire qu'il a préparé le chemin de la démocratie, je ne veux pas dire participative, mais une démocratie qui donne au peuple sénégalais les moyens d'aller de l'avant. Donc, il faut lire à travers cette personnalité la sagesse, l'efficacité, l'intelligence, la simplicité, mais aussi le sens de la bonne gouvernance. Ça, il faut le lui reconnaître. Donc voilà, il a orienté le pays vers quelque chose de bien et de beau, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine. Il a mis en avant-plan le respect de la femme, le respect de la jeunesse. Il faut le lui reconnaître. On peut dire, voilà un homme d'État, voilà un homme politique qui a su, on peut dire, trouver les ressources nécessaires pour montrer à l'humanité que la vie politique, c'est aussi l'amour pour l'autre, c'est aussi l'altérité, c'est aussi le respect des règles, le respect des institutions. Ce n'est pas forcément être président de la République. En tout cas, merci. Passons donc, venons-en à l'actualité de Brazzaville. Pas d'eau potable à Brazzaville, pas d'électricité. Et pour répondre aux cris de détresse de la population, une délégation conduite par Anatole Kouliné-Makosso, c'est l'actuel Premier ministre congolais. À ses côtés, le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, et le directeur général de la E2C. Cette délégation s'est rendue au poste Bono, qui alimente en grande partie, je crois, Brazzaville en électricité, pour expliquer aux Congolais que lorsque les conducteurs surchauffent, la qualité du produit distribué diminue également. On écoute d'abord monsieur le directeur général en train d'expliquer et on reviendra sur le plateau pour que vous réagissiez. Suivez. Ces deux transformateurs sont déjà hyper saturés. Ce qui fait que vers les midi, 11 heures, quand il y a la canicule, cette ligne-là déclenche. Ça déclenche parce que les transformateurs lâchent par température. Malgré les bains d'huile que nous avons eu à faire, vous allez voir, il y avait des tonneaux d'huile là-bas que nous avons pu faire pour régénérer l'huile et rendre l'huile fraîche pour tenir. On a changé le système de refroidissement en mettant des gros ventilateurs qui sont là. Malgré cela, on sent que c'est vraiment saturé. Et dans nos projets, donc on a déjà les études réalisées, on a déjà la cotation. Cette partie-là, nous allons développer, donc faire comme on a fait à Tchelampo, mettre un transformateur 70 MVA ici, qui va nous permettre donc de prendre tout le 20 kV de la partie sud de ce transformateur et libérer le 30 000 qui est ici pour le centre-ville, pour améliorer la situation au niveau du centre-ville.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Premier ministre? Notre réseau, il y a 15 ans, 10 ans de cela, le réseau de transport était totalement inductif. C'est-à-dire, il y avait des surtensions sur le réseau parce qu'il n'y avait pas de charge. Donc le réactif était totalement inductif. Aujourd'hui, avec la montée en flèche des constructions au niveau de Brazzaville et les quartiers qui se développent, la charge est en train d'augmenter d'une façon vraiment accélérée. Ce qui fait que du phénomène qu'on avait de surtension, nous sommes passés aux baisses de tension parce que le réactif, côté capacitif, a augmenté. Ce qui fait qu'on commençait à tirer, la RDC qui tirait le réactif de notre côté, parce que nous on avait des lignes inductives, c'est le sens contraire maintenant. Ce que nous faisons, nous tirons maintenant du côté de la RDC. Et selon nos amis de Kinshasa, ils doivent délaisser jusqu'à 40-50 mégawatts pour nous dépanner. Bon, cette situation, ça ne les arrange pas, ça crée des problèmes. Donc, ils avaient limité à 50 mégawatts ce que nous pouvons retirer du côté de la RDC. Donc, par rapport à cette situation, vu l'augmentation chez nous, vu la limitation du transit entre Pointe-Noire et Brazzaville, quand nous dépassons les 50 aussitôt, ça coupe là-bas et ça crée un déséquilibre, on rentre en blackout. Donc ça devenait un peu très gênant. Nous avons eu beaucoup de perturbations au mois de décembre. Nous avons voulu expérimenter la deuxième possibilité, d'essayer de fonctionner sans la RDC, mais en sachant que en faisant cela, nous perdons aussi l'équilibre, parce qu'il y avait trop de blackout. Alors, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, le problème d'eau et d'électricité au Congo-Brazzaville ne date pas d'hier. Tout le monde le sait. Cela fait des décennies. Il y a eu des moments où, j'imagine, j'étais encore à Pointe-Noire, où on a passé 6 mois sans électricité. Je dis bien 6 mois, même pas une goutte d'électricité, si on peut me permettre ce terme. Pas d'eau, pas d'électricité. Et depuis là, c'est des délestages à répétition, voilà. Et ce qui affecte d'ailleurs toute la vie du Congo, puisque l'électricité, disons-le ou rappelons-le, est pour la société moderne ce que l'eau est pour la vie. Or, au Congo, l'eau et l'électricité sont devenus des denrées rares depuis des décennies. Et là, pour répondre à cette misère, voilà, on va faire un exposé pour expliquer aux Congolais, vous voyez, c'est transfo, quand il fait chaud, ça chauffe, après ça coupe. Je ne sais pas comment vous percevez cette manière de faire. Est-ce que vraiment à l'immédiat, on a besoin d'expliquer aux Congolais comment les transports chauffent ou bien on devrait chercher une solution pour redonner de l'eau et l'électricité aux Congolais? Ben, il faut se dire que, bon, moi je prends les choses, vous voyez, comme sociologue politique et des organisations. La question, il faut voir que la question de l'énergie va avec la surpopulation. Parce que je crois que la réflexion, est-ce qu'elle a été menée à ce niveau-là? Je ne sais pas. Je crois que voyant que la population congolaise a augmenté, il y avait une surpopulation. Quand on regarde Brazzaville, la Pointe-Noire, Dolisie, toutes les grandes agglomérations, il faut bien se rendre compte que l'énergie, on peut dire, une énergie, cette énergie produite par toutes les centrales, ne pouvait pas répondre, on peut dire, aux besoins de la population. Ça, c'est vraiment une grande question. Est-ce que la réflexion a été menée à ce niveau-là? Je ne saurais le dire parce que je n'ai pas pu suivre, mais aujourd'hui, il y a, à mon avis, une relecture à faire. La relecture, c'est-à-dire que il faut faire une mise au point de tous les secteurs, on peut dire, qui alimentent, on peut dire, l'énergie au niveau du pays, pour voir un peu quels sont les problèmes et quelles sont les solutions qu'il faut apporter. Parce que moi, ce qui me chagrine là-dedans, c'est de voir un peu le lien que nous entretenons avec la République démocratique du Congo. C'était une question qui ne pouvait plus se poser parce que nous sommes en 2024. La question ne peut plus se poser parce qu'on aurait dû, on peut dire, anticiper, on peut dire,
sur cette situation de manière à ce que chaque Congolais ait, on peut dire, de l'énergie nécessaire pour pouvoir vivre décemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ceux qui ont été à la conférence nationale souveraine peuvent en convenir ou peuvent finir par découvrir qu'il y avait une relecture de la société congolaise. Les problèmes ont été posés. C'est supposé connu. Donc il y avait, on peut dire, comme une cartographie du pays. Et à partir de cette cartographie, il y avait, on peut dire, des réponses à apporter, des réponses à donner. Bon, alors, ce n'est pas l'intelligence qui a manqué, je ne crois pas. C'est peut-être une volonté politique qui n'a pas pu être mise en route pour pouvoir apporter les solutions nécessaires et puis en temps voulu. Bon, alors, la science évolue par essai et erreur. Si on trouve qu'on s'est trompé, on n'a pas pu apporter les solutions attendues, on peut dire, par les Congolais, maintenant, je crois qu'il faut faire autrement. Faire autrement, c'est-à-dire que revoir un peu le système, on peut dire, de fonctionnement, et puis trouver, on peut dire, des personnes ressources ou alors des institutions fiables pour pouvoir répondre à cette question, parce que je la trouve indispensable, je la trouve nécessaire, et c'est une question urgente, parce qu'un pays, une région, une collectivité ne peut pas fonctionner sans énergie. C'est important et c'est capital. Nous avons des hôpitaux, nous avons, on peut dire, l'appareil de l'État qui doit fonctionner, et puis sans énergie, la vie est difficile. Et même la population elle-même a besoin de l'énergie pour pouvoir organiser le quotidien. S'il n'y a pas d'énergie, c'est quand même assez difficile. Donc il faut voir ceux qui travaillent, ceux qui sont dans des hôpitaux, dans les grands centres hospitaliers, sans énergie, eh bien, la conséquence, c'est qu'on peut faire mourir des populations ou qu'on pouvait éviter. La mort peut être évitée si nous avons l'énergie en permanence. Par exemple, évidemment, est-ce qu'il y a eu un problème de planification, comme vous l'avez dit, parce que nous avons toujours appris, gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'ils ont prévu que de venir donner disons, expliquer des choses qui, à la rigueur, ne passent pas? Je ne sais pas si les Congolais ont bien compris cela. Et ce qui me fait penser finalement au recensement général de la population et de l'habitat. Le tout dernier venait de se réaliser en 2023, parce que si réellement chaque 2 ans ou chaque 10 ans, on faisait le recensement, probablement qu'on pouvait planifier pour savoir que finalement, telle année ou telle autre année, nous allons passer à tel nombre de populations, il faut prévoir, mais apparemment, tout ça n'est jamais pris en compte au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'irresponsabilité? Le terme peut paraître beaucoup trop dur, mais est-ce que c'est de l'incompétence, de l'irresponsabilité, ou simplement une volonté de ne rien faire? Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est ce même régime qui est là depuis pratiquement 40 ans ou presque. Bon, je trouve que irresponsabilité, moi je dirais non. Peut-être que j'ai toujours dit et j'ai toujours pensé que la crise du Congo est une crise structurelle. Et ça, il faut se le dire avec beaucoup de responsabilité, je ne vais pas dire de fermeté, mais avec beaucoup de respect et avec beaucoup de tact. Voilà, donc il faut voir cette crise structurelle qui touche presque tous les secteurs de notre pays. Ben, il faut lire autrement les événements qui arrivent. La difficulté pour nous, c'est que nous ne savons pas anticiper. Nous avons des situations qui arrivent, on ne sait pas les anticiper. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a un travail qui peut être fait. Comment anticiper pour permettre à chaque citoyen, on peut dire, de donner sens à sa vie. Il y a ça, et puis bon, il faut voir ici la question du matériel. Si le matériel est vétuste, si le matériel ne répond plus aux conditions, on peut dire, actuelles, il faut repenser, on peut dire, l'organisation interne, et aussi, est-ce que ceux qui sont à responsabilité, nous avons réfléchissent en amont et en aval, comment anticiper toutes les situations que nous sommes en train de vivre. Donc, je crois que depuis la conférence nationale, on peut dire, le chemin a été balisé pour permettre, on peut dire, au pays de faire éclore, on peut dire, son intelligence, son destin.
Donc, il y a tout un travail, on peut dire, à faire. Donc, maintenant que faut-il remettre les gens au travail, mais les Congolais sont très, très intelligents. Nous avons de l'intelligence, nous avons la sagesse nécessaire, mais nous, notre péché actuel, c'est un problème, on peut dire, d'organisation interne et de responsabilité. Le jour qu'on apprendra à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on pourra, à mon sens, s'en sortir, mais aussi prendre le courage d'anticiper toutes les situations que nous sommes en train de vivre. Alors, on peut éviter toutes les crises structurelles que nous rencontrons. Il y a moyen de faire autrement. C'est donc, si j'ai bien compris, c'est un problème de volonté politique qui manque, parce que ici, et tout à l'heure, je posais la question de savoir si ce n'est pas de l'irresponsabilité. Vous m'avez dit non, mais on ne peut pas comprendre que, parce que une autre information qui nous est parvenue, c'est que Kinshasa a coupé une bonne partie de la capacité qu'elle fournissait à Brazzaville pour les raisons de non-paiement de dette. Brazzaville doit 11 milliards de francs CFA. Donc, pour ces raisons, Kinshasa a préféré couper. C'est vrai que diplomatiquement, ils ont avancé d'autres raisons, mais on sait qu'ils ont coupé parce que Brazzaville n'a jamais payé. Dans le même temps, je voudrais rappeler ici un fait que le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mongala, ministre de la Communication, ce temps-là, a rappelé qu'il y a une taxe qui est indexée sur les quittances d'électricité. C'est la RAV, la redevance audiovisuelle, qu'on fait payer aux Congolais. Chaque ménage paye 1000 francs, 1000 francs CFA. C'est bien ça le montant, 1000 francs par ménage. Il faut savoir que la redevance audiovisuelle que vous appelez RAV a été instituée par la loi de finances 2001 et elle a été organisée, réglementée par un décret conjoint pris par le ministre des Finances et le ministre de la Communication de l'époque en 2003. Il existe malheureusement une anomalie puisque cette redevance est collectée depuis lors, depuis 2003, par la Société nationale d'électricité, SNE, et E2C aujourd'hui, Énergie électrique du Congo. Et depuis donc 17 ans, le ministère de la Communication et des Médias, bénéficiaire au nom de l'audiovisuel public de cette taxe, et qui aurait dû donc se voir reverser la taxe depuis 17 ans, n'a pas reçu depuis lors, malgré toutes les démarches faites par mes prédécesseurs ainsi que par moi-même, un franc sur cette redevance qui est collectée sur les factures d'électricité de chacune et de chacun d'entre nous à hauteur de 1000 francs pour les ménages. Et pendant 17 ans, cette taxe n'a jamais été reversée au trésor public. Et on ne sait pas qui a profité de cette taxe pendant 17 ans. Et 17 ans, lorsqu'on fait des petits calculs, 17 ans, prenons le cas de 1000 francs CFA par ménage. Si on prenons le cas de 2 millions de ménages, puisque nous sommes à 6 millions de personnes, je suppose que chaque ménage, avec la moyenne de 3 personnes, un peu ou 4, donc on prend 2 millions de ménages. Et lorsqu'on multiplie tout cet argent par mois, sur une année, 17 ans, on est autour de 500 milliards de francs CFA de cette taxe qui a pris la tangente. Et personne n'est interpellé. Une fois qu'il a donné cette information-là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est interpellé. On ne sait pas où sont passés, ça c'est des petits calculs que nous on a fait, donc ça peut être plus. Où sont passés ces milliards? Et aujourd'hui, on coupe l'électricité à Brazzaville, donc Kinshasa coupe parce que Brazzaville doit de l'argent. Ça pouvait peut-être servir à cela, mais un autre fait, et c'est par là que je vous laisserai donc répondre, nous apprenons depuis ce matin que l'appartement luxueux d'ailleurs, acheté par Claudia Sassou Nguesso, c'est la fille de Denis Sassou Nguesso, un appartement qu'elle avait acheté sur la tour Trump Tower, pourrait être confisqué. Donc voilà, la justice américaine veut mettre la main sur cet appartement parce qu'elle estime que l'argent qu'on a utilisé pour acheter cet appartement, et certainement qu'ils ont fait des investigations, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas passer comme ça, droit, à prendre ce genre de conclusion.
l'argent utilisé pour l'achat de cet appartement était une manière de blanchir de l'argent. Donc, on accuse Claudia Sassou Nguesso de blanchiment de fonds volés au Congo-Brazzaville. C'est ce que dit l'article depuis ce matin. Et quand on regarde le montant pour acheter cet appartement, ça dépasse les 11 milliards. Et donc, moi, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui peut expliquer cela alors que le Congo a beaucoup d'argent? Ça, c'est un cas qu'on a cité. On peut en citer beaucoup d'autres, des détournements de fonds, pour ne citer que les 14 000 milliards qui étaient prévus pour le fonds génération, de garantie de génération future. Les 14 000 milliards ont disparu jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle, personne n'a été interpellé. Et aujourd'hui, on coupe Brazzaville parce que Brazzaville doit de l'argent à Kinshasa. Monsieur l'abbé, je crois qu'il y a un problème à ce niveau, non? Bon, vous savez que la vie politique, c'est un business en Afrique. C'est un grand business. Et puis moi, ce que je ne comprends pas... On fait la politique pour devenir riche alors? Juste, bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut le pas... business, c'est pour devenir riche. Celui qui vend et celui qui achète, il y a quand même des accords. Je ne vois pas, quand on achète un bien à l'extérieur, il me semble qu'il y a des impôts et des banques qui sont impliquées. Vous laissez acheter un bien à des milliers, on peut dire, d'argent, pour dire 30 ou 40 jours ou 3 ou 4 ans après que ce bien n'entre pas, on peut dire, dans la réglementation, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, non, mais parce que, monsieur l'abbé, pardon, pendant que vous allez répondre, non, c'est parce que on a aussi observé qu'ils ont appris à contourner toutes ces procédures, ce process, et il y a désormais, on parle des montages complexes dans ce domaine de la finance. C'est comme dans les paradis fiscaux. Et après, on se pose la question comment des grosses sommes comme ça transitent pour arriver dans ces paradis fiscaux sans que personne ne se rende compte. Donc, il y a ces montages complexes que les gens font. Et quand ils vont acheter, bah, ils paraissent comme des bonnes personnes, juste responsables. Mais après, lorsque ça commence à poser problème, c'est normal et c'est naturel. Qu'on commence à mener des enquêtes pour comprendre, mais pourquoi dans un pays comme le Congo, pour revenir sur le Congo-Brazzaville, à peine 6 millions d'habitants, c'est 70% de la population, et ça tout le monde le sait, vit en dessous du seuil de pauvreté. Et dans le même temps, on a la fille du président d'un pays pauvre qui vient s'attraper un appartement ou pas n'importe où sur la tour Trump Tower. Et naturellement, ça doit quand même faire réfléchir. Ça interroge. Bon, je comprends bien, mais ça interroge aussi celui qui écrit. Et donc, l'homme de presse qui prend la responsabilité d'étaler au grand jour, on peut dire, une vie privée, prend des responsabilités pour pouvoir le faire. On peut dire peut-être qu'au nom de la liberté de la presse, mais il faut toujours faire attention avec toutes les informations, on peut dire, qui nous arrivent de l'extérieur. Il y en a aussi qui travaillent par le biais du chantage pour pouvoir, on peut dire, retirer, je ne veux pas dire, organiser la vie autrement. Donc, sur la question de la finance, je n'ai pas suffisamment, on peut dire, de ressources ou l'intelligence nécessaire parce que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon champ disciplinaire. Mais encore que, il y a, en finance, il y a des règles, on peut dire, d'organisation, des règles de gestion. Je crois qu'il faut simplement auditer les lieux de prise de décision pour essayer de rétablir les responsabilités des uns et des autres. Moi, je passerai par ce biais-là. Donc, simplement pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, il y a des états généraux, on peut dire, à organiser. Il y a aussi des règles de gestion qui existent. Mais enfin, il faut auditer les structures, on peut dire, de prise de décision. Et en cela, on revient toujours sur, on peut dire, une grande... Moi, j'ai toujours pensé, on peut dire, à une grande réunion, un conseil national, ou une rencontre nationale où on peut réfléchir, où les Congolais peuvent s'asseoir pour essayer de réfléchir pour, on peut dire, gérer autrement notre pays et nos biens. Donc ça, c'est un travail, on peut dire, qui peut se mettre en route.
Mais ceux qui lisent, qui peuvent lire les conclusions de la conférence nationale, peuvent s'en convaincre, ils peuvent se retrouver dans ce que je dis aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu une analyse, on peut dire, qui a été faite, mais est-ce que nous avons eu le temps de tirer les leçons de tout ce qui s'était passé avant? Peut-être pas, mais il faut quand même passer par là. Un dialogue national, on peut dire, inclusif pour permettre à toute la classe politique congolaise, mais aussi à toutes les personnalités de s'asseoir et de commencer à réfléchir pour étudier comment gérer le pays, comment orienter le pays et comment travailler pour un destin commun. Mais ça, c'est un travail, à mon sens, qui peut se faire. L'intelligence au Congo, ce n'est pas ce qui manque. Donc, il y a moyen de lire autrement. Mais encore que ceux qui ont pouvoir de décision acceptent le dialogue national inclusif pour permettre à toutes les compétences, on peut dire, d'apporter leur intelligence. On peut poser les postulats, mais les réponses à donner dépendent aussi des hommes et des femmes de notre temps. Oui, mais encore que, comme vous l'avez dit, ceux qui sont aux commandes, qui ont des manettes, acceptent ce dialogue. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Au Congo, on vient au pouvoir et on y demeure jusqu'à la mort, et puis on fait tout ce qu'on veut. C'est ça le problème. Quant au reste, ben voilà, les montages financiers, je viens d'expliquer tout à l'heure. Bon, encore que, comme vous avez dit, ben, la presse, pour peut-être des chantages, oui, par moment, mais il y a des éléments factuels qui démontrent que beaucoup d'argent est volé au Congo-Brazzaville. Je ne veux pas revenir sur les 14 milliards, c'est ça. Genre, nous parler de l'hôtel parisien de Denis Christelle Sassou Nguesso, le procès sur les biens mal acquis. Ça, c'est les éléments factuels. On n'a rien inventé là-dessus. Ils se sont présentés et le procès court jusqu'aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a tout un tas de ces pratiques qui aujourd'hui prouvent que, et puis le Congo a quand même beaucoup d'argent. Comment expliquer qu'on se retrouve aujourd'hui avec près de 70% des Congolais qui n'arrivent même pas à s'alimenter? Si déjà l'eau et l'électricité, ben là c'est un problème, c'est peut-être, on peut regarder, mais même s'alimenter, parce que trouver actuellement une famille congolaise qui trouve un repas, je dis bien décent, par jour, c'est devenu rare. Il y a quand même un problème quelque part. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, on voit comment les milliards sortent tous les jours. On le voit. Et c'est là où je dis, qu'est-ce qui se passe concrètement au Congo-Brazzaville? Monsieur l'abbé, je crois que les prêtres sont sévères. Hein. Les prêtres sont ceux-là qui savent dire oui, là où il faut dire oui, non, là où il faut dire non. Oui, mais j'ai cru comprendre que l'Église ne se mêle pas de politique parce que l'objet de notre mission est clairement défini aussi bien par les institutions, par nos autorités que par l'Église, on peut dire elle-même. Donc, il n'y a pas de confusion à ce niveau-là. Donc, la mission du prêtre consiste à annoncer, on peut dire, l'Évangile. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que l'Église est dans le monde sans être du monde. C'est-à-dire que... Oui, monsieur l'abbé, mais c'est le pape François qui disait qu'il n'est pas exclu à un chrétien de faire la politique. Ah oui, bien sûr. Mais le prêtre, le chrétien ordinaire, le chrétien lambda a le droit de créer un parti politique et même une association politique pour pouvoir travailler pour le destin commun, pour le bien commun. Mais le prêtre ne peut pas entrer dans la configuration d'un autre baptisé pour faire le même travail. Parce que là, il faut vraiment spécifier les niveaux de compétences et les niveaux de responsabilité pour éviter la confusion. Le prêtre qui entre en politique, eh bien, se trompe largement parce que ce n'est pas son champ d'action, son champ disciplinaire. Donc, il doit annoncer l'évangile. Ça n'exclut pas, on peut dire, la responsabilité prophétique du prêtre, qui est par notre baptême, on est prêtre, prophète et roi. Donc, appelé, on peut dire, à dire la vérité, là, il faut la dire, mais avec beaucoup, on peut dire, de responsabilités, de tact. Donc, un chrétien lambda, je dis oui, a le droit de créer un parti politique et même de militer dans une association politique, un parti politique, pour la défense, on peut dire, du bien commun. L'insécurité est désormais totale au Congo-Brazzaville. Les anciens, j'allais dire, compagnons de Denis Sassou Nguesso l'ont dit, des audios ont circulé sur la toile. Un député l'a dit, malheureusement, je crois qu'il doit être
entre les mains de la CID. Il doit être aux arrêts pour avoir dénoncé un certain nombre de choses. Je parle ici d'Idéver Moigny, mais il y a eu aussi une note, je crois, s'il faut appeler ça comme ça, qui n'est pas des moindres aussi, hein, M. Pierre Ngolo, qui a en fait rappelé que dans l'ancien temps, le Congolais pouvait partir de Makele-Kele à Talanga ou à Kombo et rentrer à n'importe quelle heure, même à 2 heures du matin. On se souvient encore, les papas, bon voilà, c'est pas des bons exemples, mais juste pour illustrer, des papas qui sont piffrés un peu de vin, ils étaient là, ils tombaient dans des petits caniveaux, mais le matin, on venait le retrouver, on le ramenait à la maison, oui, votre papa a dormi, ben voilà. Mais aujourd'hui, comme disait Pierre Ngolo, vous ne pouvez plus, même dès qu'il est 18 heures, tout le monde est dans la panique totale. C'est le stress. Il faut vite rentrer à la maison, mais même quand vous rentrez à l'heure à la maison, les bandits peuvent venir vous attaquer chez vous. Ils ne prennent pas seulement ce que vous avez, mais à la fin, ils vous découpent. C'est horrible ce qui se passe désormais à Brazzaville. Et donc, l'insécurité est vraiment totale. Elle a pris des proportions, mais vraiment alarmantes, au point où, finalement, la population a opté pour s'autodéfendre. Voilà, des scènes de cruauté, de rare violence, où on est en train de brûler des Congolais, brûler vifs. Et tout le monde assiste, ça se passe en public, et dire qu'il y a un État. J'ai bien envie de dire que ici, c'est l'occasion de dire que le Congo est devenu un État en totale déliquescence. Je ne sais pas comment comprendre cela. Et là, il y a 2 volets. Le volet, tout à l'heure, vous allez nous dire si dans cette déchéance, l'Église n'a pas une part de responsabilité. Parce que le Congo-Brazzaville, finalement, c'est un pays en majorité chrétien. On parle de 85% des Congolais qui sont chrétiens. D'abord, la lecture que vous faites sur cette situation, cette cruauté, cette insécurité totale qui s'est installée au Congo-Brazzaville. Il faut restaurer l'autorité parentale. En faisant quoi, monsieur l'abbé? Comment? En faisant quoi? Bon, il faut quand même dire que nous sommes dans une crise généralisée. L'autorité parentale a pris un coup. L'autorité administrative a aussi pris un coup. Disons, à tous les niveaux, la question de l'autorité se trouve posée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous avons perdu un peu toutes les règles traditionnelles, le respect de l'autorité, le respect de l'aîné, le respect de la femme, le respect de l'enfant. Nous avons perdu tout ça. Alors, on va se dire, mais ça vient d'où? Mais il faut quand même dire que la presse, qu'elle soit parlée, écrite, le cinéma et tout, a aussi favorisé. Ça fait partie aussi des défis, nos défis au niveau du Congo. Parce que les jeunes qui suivent à longueur de journée des scènes de violence avec des films qui sont, on peut dire, projetés ça et là dans nos quartiers, mais il y a l'imitation. Les gens veulent imiter, on peut dire, l'acteur veulent imiter telle personne, veulent imiter telle autre personne. Et puis après, il y a ça. Un autre détail non moins important, c'est la crise économique qui a favorisé, à mon avis, qui a créé d'autres formes de crise. Parce que quelqu'un qui ne mange pas 3 fois par jour, qui a une femme, qui a des enfants, qui a une responsabilité au niveau de la société, qui n'a pas d'argent, eh bien, il va chercher l'argent facile. C'est-à-dire qu'avec une arme, avec une machette et tout, il sait que en faisant ceci, en faisant cela, en intégrant un groupe, une milice, un groupe de gang, on peut facilement organiser son quotidien. Ah ben, on va chercher l'argent facile. Donc, on peut dire qu'il faut revenir, il faut restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'autorité parentale. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, il faut voir un peu, revenir à la formation de ceux qui sont en responsabilité. Je prends la police, je prends l'armée, je prends tous les corps un peu intermédiaires, subsidiaires. Il faut, on peut dire, revenir à la question de la formation. Quand on recrute à la police, on recrute à l'armée de terre, à l'armée de l'air,
quels sont les citoyens qui sont recrutés, quelle est leur formation, quel est leur parcours. Il faut revoir tout ça. Parce que si la question de l'ethnie prend le dessus sur tout le reste, eh bien, la police accueille tout le monde, les bons et les mauvais, l'armée de terre, l'armée de l'air, on accueille tout le monde, mais en oubliant que certains ont des parcours, on peut dire, dangereux et difficiles. Parce que s'ils ont dans d'autres structures où on trouve une arme, on trouve un couteau, mais chacun utilise l'arme, utilise le couteau pour organiser son quotidien. Donc, c'est ça la grande question aujourd'hui. Donc, il y a toute une réflexion, on peut dire, à mener au niveau du recrutement, au niveau de la formation, mais aussi au niveau des personnes. Donc, il faut qu'il y ait, ce qu'on nous on dit dans l'Église, qu'il y ait un discernement à faire. Ceux qui sont à responsabilité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de ceux qui sont sous leur responsabilité? Nous avons quel type d'homme aujourd'hui? Si le policier ne peut plus protéger, le militaire qui est l'armée de terre, l'armée de l'air, qui est à la marine, ne peut plus protéger la nation, la collectivité, la population, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui se posent. Il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'il y a la violence partout. Et alors, comment faire justice? C'est ça la grande question aujourd'hui. Comment réorganiser la société avec des règles, mais aussi avec l'autorité qui convient pour pouvoir, on peut dire, protéger la population. Donc, ceux qui sont en Panga savent ce qui s'est passé entre dimanche et lundi, où les bébés noirs sont entrés en Panga, qui ont rasé tout ce qui était sur leur passage. Donc, ça se passe à moins d'une semaine. Qu'est-ce qu'on fait, on peut dire, de cette population fragilisée et qui vit dans la peur et dans la panique et dans la crainte? Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Dans le même sens, pardon, monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a eu une explication sur ces actes? Parce que généralement, lorsqu'un voleur, il faut le dire comme ça, ou un bandit arrive chez quelqu'un, ou vous rencontre au cours de route, souvent on a pensé qu'il s'intéresserait à ce que vous disposez, c'est-à-dire vos biens. Il peut prendre de l'argent et s'en aller, bah, quitte à venir voilà, vous piquer, je sais pas moi, un appareil électroménager, s'en aller. Mais ce qui est curieux, c'est que ils ne s'intéressent pas aux biens seulement. Ils en prennent, mais après, ils éliminent le propriétaire. Oui. Mais comment? Avec quelle méthode? Mais vraiment de la violence, découper une personne après avoir pris ses biens. La violence appelle la violence. Parce que les jeunes aujourd'hui qui s'organisent en gang, en milice, ils ont, on peut dire, une organisation interne. Donc aujourd'hui, la dignité de la personne humaine n'a plus de raison d'être. Ce qui compte aujourd'hui pour ceux qui sont, on peut dire, dans les milices, dans les gangs, ceux qui veulent lire, ils peuvent lire ce que j'ai écrit sur l'ethnicité et les bandes armées au Congo-Brazzaville. Moi, j'aborde cette question où j'ai montré que la sociologie, on peut dire urbaine, on peut dire a changé de donne. Il faut revoir, on peut dire toutes ces formes, on peut dire d'organisation pour, on peut dire cibler les problèmes que nous avons à résoudre. Donc la question de la sécurité, la question de la jeunesse, on peut dire une question, on peut dire, ou des questions indispensables pour nous aider à réorganiser notre quotidien. Parce que si on ne prend pas le temps de créer de l'emploi pour, on peut dire, insérer ces jeunes, si on n'a plus de règles, on peut dire, qui conviennent pour aider les jeunes à trouver un socle sur lequel ils peuvent s'appuyer pour réorganiser leur vie, eh bien, on est parti pour 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà. Évidemment, puisque vous faites allusion à votre livre intitulé Ethnicité et bandes armées au Congo-Brazzaville, et moi je suis en train de, enfin c'est la question que je voulais vous poser, toujours sur ces violences, j'allais dire aveugles, mais inouïes. Est-ce qu'on peut croire que finalement le Congo est victime d'un mal qui n'a pas été traité correctement? Je pense un peu à toutes ces violences, ces conflits que les Congolais ont vécus. Et au sortir de là, il y a des traumatismes que les gens gardent. Et les jeunes, comme vous avez dit tout à l'heure, veulent s'illustrer de ce que les autres ont fait. Ils veulent être aussi, ben voilà, des méchants, curieusement.
Est-ce que c'est dû à cela ou bien c'est tout autre chose finalement? Mais écoutez, les gangs ont existé. Les gangs, à mon sens, au regard de tous les postulats, toutes les hypothèses que j'ai pu mettre, on peut dire, en route, et puis le travail de terrain que j'ai pu mettre en route, j'ai fini par conclure que la question des gangs et des milices, c'est une question qui a commencé avant les 3 guerres civiles que nous avons connues. Mais l'intérêt, c'était pas simplement d'éliminer des hommes et des femmes, mais c'était, on peut dire, les jeunes qui se sont organisés en milices ou en bandes armées pour essayer de vivre autrement leur vie et de donner sens à leur vie. Donc je crois que la plupart, il y a beaucoup de sociologues qui reviennent sur cette pensée, cette orientation, en disant que les jeunes ont besoin de donner du sens à leur vie. Donc, parmi ces jeunes qui ont fréquenté des gangs, des milices avant les 3 guerres civiles, eh bien, nous avons vu, et à partir des 3 guerres civiles, au regard de ce qui s'est passé avant, et puis à partir des 3 guerres civiles, comment, on peut dire, le Congo s'est déchiré. Alors, ceux qui ont participé à toutes ces 3 guerres civiles, ou bien qui étaient acteurs à l'intérieur du pays, à partir de ces 3 guerres civiles, mais certains n'ont jamais connu le chemin de l'hôpital. Donc, nous avons des malades entre les mains qui n'ont pas été traités à la suite, on peut dire, des 3 guerres civiles. Certains ont violé, ont pillé, ont détruit des maisons, incendié les maisons et des biens des personnes, mais certains jeunes n'ont pas été traités. Donc, c'est des malades que nous avons entre les bras. Donc, on peut dire qu'il y a tout un travail, on peut dire il y a eu toute une thérapie à mettre en route pour pouvoir retrouver certains jeunes et peut-être les traiter cliniquement. S'ils n'ont pas été traités cliniquement, eh bien, les conséquences, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui, de découvrir que les scènes de violence se reproduisent au jour le jour. Mais je peux dire que ça peut venir, c'est le résultat un peu des 3 guerres civiles, mais aussi, ça vient aussi de l'éclatement de nos familles qui ne peuvent plus, on peut dire, contenir les jeunes ou les enfants pour donner, on peut dire, une éducation. Donc, du coup, certains jeunes qui étaient sérieux, qui sont sérieux, ont été récupérés, on peut dire, par la rue. Et aujourd'hui, ils ont, on peut dire, d'autres préoccupations. C'est gagner l'argent facile, quoi qu'il en coûte. Donc, c'est ça la grande question aujourd'hui. Tout à l'heure, vous le disiez qu'il faut, en fait, il y a un problème d'autorité parentale qu'il faut restaurer. J'entends par là peut-être revoir un peu le traitement, c'est ça, Oui. social de ses parents. Mais dans le même temps, un autre phénomène tout à fait curieux, c'est que parmi ces bandits à main armée, ces bébés noirs comme on les appelle, on retrouve curieusement certains soldats de la garde présidentielle. Ceux-là, on peut dire qu'ils sont quand même bien traités. Comment ils peuvent se retrouver encore dans ces activités tout à fait criminelles? Est-ce que parce qu'il leur manquerait aussi de l'argent ou parce qu'ils ont appris à vouloir vivre au-delà de leurs moyens? Ou simplement un effet de contagion, c'est ça? C'est-à-dire effet mode. Pour être un homme viril, bien vu, il faut certainement vivre un certain standing, mais comme on n'a pas assez les moyens, on est obligé de passer par les méthodes détournées, voilà, commencer à poser des actes criminels, pour ne pas dire terroristes. Bon, on peut dire que tout individu a un parcours personnel. Au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau de, je ne vais pas dire de l'équité, mais aussi des identités qui accompagnent la personne. Mais là, il faut qu'on puisse éveiller l'attention de ceux qui prennent des décisions ou ceux qui ont pouvoir de décision dans notre pays. Ça peut être la police, la garde républicaine, l'armée, et puis tous les corps, on peut dire, associés qui accompagnent la croissance non seulement de la personne, mais aussi la dignité de la personne. Il faut revoir, quand on prend le risque d'organiser un recrutement, il faut voir le parcours des individus. Et puis ensuite, une fois que l'individu est recruté, il faut voir un peu quelle est la formation qu'on donne à cet individu. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui se fait? Parce que si il y a un accompagnement qui se fait, mais on peut se rendre compte que tel individu, tel autre individu ne correspond pas
on peut dire, à l'orientation de la République ou de la nation. En ce moment-là, on peut s'en séparer pour, on peut dire, aider le jeune, on peut dire, à vivre autrement, on peut dire sa vie, mais aussi, si on découvre que la personne est malade, eh bien, prendre le temps de la traiter de manière à ce qu'on puisse éviter les déboires. Parce que si on fait les choses à la qui-va-vite, on prend tout le monde pour des raisons ethniques, pour des raisons de rapprochement, on peut dire, identitaires, eh bien, on se trompe. C'est la population qui prend un coup. Je crois que ceux qui ont, on peut dire, pouvoir de décision, je reviens là-dessus, l'attention peut être éveillée de sorte que les actes que nous avons apposés qui engagent aussi bien la nation que l'État, sinon toute la société entière, on prenne le temps, on peut dire, d'affiner, on peut dire, les lieux de prise de décision, mais aussi d'affiner les règles que nous avons à mettre en route pour pouvoir protéger aussi bien la population que toute la société dans sa diversité. Merci, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, d'avoir encore été avec nous sur le plateau de Telar TV R7, surtout d'avoir eu ce temps. Je sais que vous êtes beaucoup occupé. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie politique et diplômé en gestion des conflits et médiation internationale, curé du doyenné de La Roche-Bernard. En tout cas, merci encore d'avoir disposé de ce temps. Merci. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance, comme d'habitude. Surtout, n'oubliez jamais les petits gestes qui comptent pour nous. Aidez-nous donc à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Après avoir partagé massivement cette interview, dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Mais bien avant, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.